Bienvenue à tous. Mon nom est Rosalie Drum. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de la série Midi-Snack présenté par le RTCBQ. Le RTCBQ, c'est le regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec, une organisation provinciale qui unit les forces de ses 17 membres à travers la province pour le développement d'un secteur bioalimentaire prospère et durable. Cette série de webinaires Midi-Snack vise à outiller les acteurs du monde entrepreneurial bioalimentaire dans leur accès au marché institutionnel québécois. Des petits rappels techniques avant de débuter avec notre invité. D'abord, notez que les webinaires de la série Midi-Snack sont enregistrés pour en faire bénéficier un maximum de personnes et sont disponibles sur notre site internet rtzbq.com dans la section webinaire de l'onglet commercialisation pour une écoute en rediffusion. Pour vos questions, nous vous demandons d'utiliser la section Q&R. Les questions choisies seront répondues à la fin du webinaire. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter notre invité, Mireille Najm, qui apporte le sujet d'aujourd'hui. Transformez vos produits en incontournables de la nutrition, les atouts pour vous démarquer. À toi, Mireille. Merci Rosalie, bonjour à tous. Je suis bien contente en ce mois de la nutrition 2025 de vous partager un sujet qui me passionne, la nutrition. Et le sujet d'aujourd'hui, comme elle l'a dit Rosalie, c'est transformer vos produits en incontournables de la nutrition. L'objectif de ce webinaire est, comme vous le savez, le webinaire va être enregistré pour rediffusion. Si jamais il y en a qui de vos collègues auraient souhaité y participer et ne peuvent pas y être, ils pourraient le réécouter à un autre moment sans aucun souci. Il va être sur la plateforme de notre site Internet, le RTCBQ. Alors, les objectifs de ce webinaire d'aujourd'hui est de démystifier les attentes des acheteurs et les grandes tendances alimentaires pour mieux positionner vos produits. Aussi, c'est de repenser et améliorer l'offre alimentaire en regard de ce que recherche le consommateur de nos institutions, qu'il s'agisse de patients et résidents et la clientèle étudiante et autres. Donc, d'abord, est de comprendre la diversité des particularités alimentaires des patients et des résidents et les besoins spécifiques dans les institutions de santé, et aussi de comprendre les besoins de la clientèle des institutions académiques. Le secteur institutionnel est vraiment celui qui prépare le plus grand nombre de repas par jour et ça s'adresse beaucoup à une clientèle qui est captive, qui va des enfants, des CPE, aux aînés dans les RPA ou CHSLD. Et l'impact est vraiment significatif sur la santé et le bien-être de la population. Maintenant, de façon très générale, qui est le consommateur d'aujourd'hui? Il cherche quoi? Eh bien, d'abord, il cherche à bien manger, c'est certain, non seulement pour améliorer sa condition actuelle ou sa gestion du poids, mais aussi pour prévenir des problèmes de santé et aussi de vieillir en santé. Le consommateur aujourd'hui, il aime le produit qui est axé sur le plaisir, d'avoir des recettes goûteuses, attrayantes, la qualité prime. Il veut le plaisir de manger parce que ça contribue aussi dans un milieu de santé au bien-être du patient et du résident. Il est important de préserver la saveur au top de la liste des priorités, puisqu'un repas qui plaît en plus en milieu institutionnel de santé, ben, sachez que les assiettes reviennent vides. Si elles reviennent vides, c'est qu'on réduit en plus le gaspillage alimentaire et on aura moins de résidus dans le biodigesteur de déchets. Notre consommateur aussi aujourd'hui, il aime les collations santé. Il aime des chips de légumes, par exemple, les chips de kale, des chips de betterave, des chips de fruits, ou encore des fruits lyophilisés. Il aime les muffins des brownies santé. Il aime avoir des barres de céréales, peut-être protéinées, ou des snacks à base de légumineuses, comme des edamame, ou des lentilles, ou des lupins, ou des pois chiches rôtis. Donc, il veut aussi manger moins d'aliments ultra transformés. Il aime la diversité. Il veut manger moins sucré. Donc, il veut manger moins gras également, il veut manger moins salé, il veut être plus concentré au travail. Bref, il a quand même beaucoup d'attentes, notre consommateur d'aujourd'hui. Puis sachez qu'aussi les boissons non alcoolisées, les eaux pétillantes aromatisées, ça devient de plus en plus populaire dans les activités sociales pour notre consommateur. L'accès aux cuisines du monde, tenir compte aussi des générations et de leurs habitudes alimentaires est aussi très important. Maintenant, pour vous, l'entreprise.
Quelle est la perception santé de votre produit pour le consommateur? Est-ce qu'il est riche en fibres? Est-ce qu'il est riche en protéines, riche en antioxydants? Est-ce qu'il est réduit en sucre ou est-ce qu'il est réduit en gras saturés? Bref, il est important aussi que vous sachiez c'est quoi la perception qu'a le consommateur de votre produit. Maintenant, les grandes tendances qu'on voit et qu'on écoute à travers aussi nous-mêmes comme professionnels de la santé, à travers nos collègues qui visitent des grands salons aussi alimentaires ou des études qu'on voit et des tendances, la santé intestinale, la santé cognitive et cérébrale, la santé immunitaire sont et vont encore être pour longtemps les grandes tendances. Et bien souvent, c'est justement des opportunités pour de nouveaux produits. Si je pense en premier à la santé intestinale, qu'on appelle aussi la santé digestive ou votre microbiote, tous ces termes-là, ben, on peut penser par exemple aux aliments fermentés qu'on voit sur nos tablettes, comme le kimchi, le kombucha, le kéfir, la soupe miso. On peut aussi retrouver beaucoup dans cette tendance au niveau de la santé digestive, les produits enrichis en probiotiques, en prébiotiques, en postbiotiques. C'est quoi les postbiotiques? Eux, ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre de votre flore intestinale. Eux, ils agissent directement sur les bactéries qui sont présentes dans nos intestins en favorisant la croissance des bonnes bactéries qu'on appelle les probiotiques, tout en inhibant celles qui sont mauvaises. On voit aussi la tendance pour la santé cognitive, la santé cérébrale. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, justement cette semaine, du 10 au 16 mars, c'est la semaine de sensibilisation au cerveau. On voit d'ailleurs au Québec, au Canada même, si je pense au Canada, on a la population vieillissante qui justement entraîne une augmentation continue de personnes qui peuvent être atteintes de démence. On prévoit qu'1 million de Canadiens pourraient être atteints de démence d'ici 2030. Après l'âge de 65 ans, le risque de démence double environ même tous les 5 ans. Si je pense au Québec, en 2024, on avait à peu près 9 millions de personnes qui étaient euh, quand même de population qu'on avait en population. Et en plus, parmi cette population-là, des 65 ans et plus, 20 on en avait de personnes aînées en 2021 et ça va augmenter en 2031 jusqu'à 24. Donc, c'est un grand bassin de potentiel au niveau de personnes qui pourraient penser à réduire le risque de démence, en retarder l'apparition. Quels sont les points clés à noter pour un produit? C'est d'avoir des oméga-3, d'avoir les nootropiques. Les nootropiques, c'est une substance qui est reconnue pour augmenter la concentration et la mémorisation. On peut les trouver, au fait, naturellement dans le ginseng, entre autres dans le ginkgo biloba. Quand on pense de santé cérébrale, on pense tout de suite aussi aux vitamines du complexe B. On peut également penser à l'application de plus en plus en substitut à la caféine au yerba maté, qui est une boisson de l'Amérique du Sud énergisante. Donc, c'en est quelques points clés par rapport à la santé intestinale, digestive ou la santé cognitive et cérébrale. Et si on pense entre autres à la santé générale, ben, on peut penser à l'ajout par exemple de collagène, qui est la protéine qui forme nos os, nos cheveux, la peau, nos muscles, nos tendons, nos cartilages, qui est ajouté justement dans des produits visant plus les femmes pour prôner la beauté, la santé de la peau, des cheveux et des articulations. On a également, c'est certain, les teneurs en sodium, en fibres et en protéines qui sont en train de s'améliorer et qui devraient aussi l'être dans les produits d'aujourd'hui pour ce que le consommateur recherche. On voit qu'il y a une tendance encore pour le konjac, là, qui est connu sous le supplément de glucomanane aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est une fibre soluble qui absorbe beaucoup d'eau. Elle n'est pas digérée, elle est fermentescible, mais elle peut être vantée pour perdre de poids, mais parce que le ventre est rempli de vide en bout de ligne là, par rapport à la consommation de konjac, parce que c'est vraiment une fibre qui absorbe énormément d'eau. Et c'est toujours, entre autres, étudié pour voir l'effet à long terme par rapport à cette consommation.
On a les produits végés. Et ça, je vais en parler beaucoup plus longtemps dans ma présentation, qui sont aussi la tendance de plus en plus, autant pour les flexitariens ou les ovo-lacto-végétariens ou les végétaliens. Les végétaliens, eux, ils excluent les œufs, les produits laitiers et même le miel. Et on a les véganes. Il y en a qui me demandent la question, des fois, végétalien, vegan, c'est pas la même chose. Au fait, un vegan, c'est qu'il refuse même de consommer des vêtements en laine, des chaussures de cuir. Bref, il ne consomme pas de produits qui sont issus des animaux. Donc, il est de plus en plus populaire d'avoir des mets végés au menu. Et entre autres, il y a une formation bien intéressante de l'ITHQ, qui est un de nos partenaires de la SNAC, qui est végétaliser ses menus, les services alimentaires. Et c'est une formation qui est offerte gratuitement aux institutions publiques qui ont bénéficié justement de l'accompagnement proposé par l'ITHQ pour se doter d'une cible d'achat local dans le cadre de la SNAC. Sinon, ben, la formation, elle est quand même disponible pour un coût d'environ 59 si les gens ne sont pas déjà accompagnés par l'ITHQ. Donc, la végétalisation des recettes traditionnelles, tout ou en partie, est important. L'augmentation des protéines végétales ou leur substitution aux aliments de source animale dans des recettes, ça permet de réduire l'apport en gras et d'augmenter l'apport en fibres. Et de façon générale, d'améliorer globalement la santé. Même le Guide alimentaire canadien préconise de manger davantage de protéines végétales et beaucoup moins de gras saturés pour notre santé cardiaque. Les protéines végétales sont généralement peu coûteuses aussi. Elles sont faciles à entreposer à température ambiante pendant une longue durée. Donc, des initiatives de végétalisation relevées même en milieu d'institution ont pu nous démontrer qu'il est possible de réduire des coûts d'une recette de 10 à 35 en plus que ça augmente la valeur nutritive, comme j'ai dit, augmentation des fibres ou diminution des gras saturés, ce qui est une très, très bonne chose. En plus, les protéines végétales, faut pas mettre ça de côté. Elles sont des très bonnes sources de fer, de calcium et de vitamine B12. Ici, on voit d'ailleurs un tableau de valeurs protéiques approximatives, comparatives de différentes protéines végétales. Fait que c'est bien intéressant de voir. C'est sûr que la teneur ici, elle pourrait varier selon la marque spécifique d'un produit, mais de façon générale, on voit quand même que le sétan, c'est quand même 30 grammes pour 100 grammes de portion de sétan. On voit, admettons, pour 100 grammes de quinoa cuit, on peut avoir 4,4 grammes. Le tofu, on voit bien que le tofu ferme, extra ferme, plus riche en protéines. Le tempeh, très belle source à 21 grammes. La PVT, la protéine végétale texturée, 12 grammes pour 100 grammes de PVT cuite. Regardez après ça, les boissons de soya. On peut avoir les fèves de soya rôti, très belle source, 39,5 grammes, mais pour quand même une bonne portion, là, 100 grammes de fèves de ce soya rôti qui est quand même pas négligeable. Les edamame, par exemple, bouillis, 12 grammes. Des fèves de soya bouillies, donc c'est 16,6 grammes. Puis si on pense à des légumineuses, de l'autre côté, on a aussi les lentilles jaunes cuites. La deuxième partie ici du tableau, ben, les lentilles jaunes cuites, 100 grammes cuits, ça nous donne 9 grammes de protéines à peu près. Les gourganes, 5 grammes, les pois jaunes, 8 grammes. On a même les lupins. Les lupins, c'est 16 grammes. C'est vraiment intéressant. Regardez les graines de citrouille, les graines de chanvre, sauf que manger 30 grammes, c'est quand même beaucoup, mais c'est une source quand même de protéines. Les amandes, les tournesols aussi. Et j'ai même indiqué les noix de cajou ou bien les graines de lin, de sésame. On est dans les 17 à 20 grammes. Fait que c'est le fun, ce tableau-là, parce que ça nous montre quand même au niveau des protéines végétales la richesse en termes de protéines que ça contient. Si on continue dans le sens des grandes tendances au niveau des sources de protéines végétales, on peut d'abord penser aux produits du soya. Donc, autant si on pense au tofu mou, soyeux, qui lui peut servir dans beaucoup de préparations salées, en substitution de la mayonnaise ou de la crème sure ou même de yogourt pour épaissir même des potages, des sauces, pour faire des trempettes, pour avoir même des desserts ou des recettes sucrées comme des smoothies, des mousses en dessert.
On peut avoir le tofu ferme, le tofu extra ferme, même en cubes ou en tranches, qu'on peut utiliser dans des sautés, on peut l'utiliser dans des mijotés, on peut l'émietter dans des salades ou même dans des garnitures à sandwich ou même encore pour remplacer la viande hachée. On a également dans nos autres sources de protéines végétales qu'on voyait tout à l'heure dans le tableau, on a le tempeh, qui a comme un goût similaire aux champignons. Puis souvent, il est utilisé comme le tofu ferme. On a la PVT, super populaire, la protéine végétale texturée, qui est très polyvalente pour remplacer la viande hachée, justement, en partie ou en totalité dans certaines recettes. On le voit souvent aussi dans des recettes de boulettes de viande ou de sauce à spaghetti, ou même dans des desserts. On peut l'utiliser dans des bartendes ou dans euh, comme alternative. On a la boisson de soya qu'on peut utiliser en substitution au lait de vache aussi dans un smoothie. Ou dans même des desserts ou des mousses. On a les fèves de soya qu'on peut également aussi se servir sèches ou en conserve, rôties ou bouillies, qui est une très belle source de protéines, tout en étant une source de fer, de calcium aussi. Les sources encore de protéines végétales, on a des produits céréaliers, qu'on pense au quinoa, qu'on pense à l'avoine. On a les légumineuses également. Donc, l'arachide, oui, l'arachide, c'est une légumineuse et non pas une noix. On a aussi ici une liste de légumineuses qui sont même produites au Québec. C'est les lentilles beluga, les pois jaunes, des haricots, azuki, rose ou le rognon noir ou pinto, qu'on peut utiliser pour mettre dans des soupes repas, dans des mijotés, dans un chili, même en tartinade ou en trempette, là, on peut les utiliser. Et on peut même en faire des brownies ou les utiliser dans des biscuits. Moi-même, je l'utilise en recette pour faire un brownies à base de fèves. Et on a également les noix et les graines qu'on a vues tout à l'heure dans le tableau, qu'il s'agisse de graines, par exemple, du Québec, comme le chanvre, le graine de lin, qu'on peut utiliser dans les végés pâtés, des galettes végés, dans les salades. Donc, on poursuit ici que donc, on a passé à travers les protéines végétales et toute la panoplie de leur introduction, les possibilités de les introduire justement dans nos recettes en partie ou en totalité, même dans les recettes traditionnelles. Maintenant, saine alimentation, ça veut également dire de réduire certains additifs alimentaires. Donc, c'est important, même si on manque encore des données et qu'ils demeurent quand même autorisés par Santé Canada, certains additifs peuvent apparaître préoccupants en matière de santé publique. Si je pense aux nitrates par rapport à que les études peuvent aussi démontrer l'effet avec le cancer du côlon, ou si je pense à certains colorants par rapport à l'hyperactivité, ou des édulcorants intenses, ou les phosphates, ou encore des monodiglycérides d'acide gras, ben reste qu'il y a quand même cette préoccupation pour le consommateur de retrouver moins d'additifs alimentaires possibles sur les étiquettes. C'est certain, comme nutritionniste, quand on regarde des étiquettes avec nos patients habituellement ou nos clients ou pour donner des conseils à la population, ben, on veut que les gens aient une liste d'ingrédients qu'ils sont capables de reconnaître les noms là-dessus, qu'elle soit pas trop longue. Donc, c'est ce que le consommateur apprécie. Aussi, on parle ici de la diversité des particularités alimentaires des patients, des résidents et les besoins spécifiques dans les institutions de santé. Les services alimentaires du réseau, je ne vous le cache pas en tout cas, c'est quand même 100 millions de repas chaque année. C'est énorme. On veut quand même avoir des repas de qualité tout en respectant des budgets, c'est certain. Et c'est tout un défi dans le contexte inflationniste actuel. Le plaisir de manger, il contribue tout de même au bien-être du patient. Pour moi, qui est nutritionniste et qui a eu quand même une longue expérience comme gestionnaire de la nutrition clinique dans le milieu hospitalier au Québec, un patient qui n'est pas dénutri peut même voir diminuer de 2 à 10 jours son temps d'hospitalisation et on peut même réduire de 3,6 à 25,9 ses réadmissions non planifiées à l'hôpital quand il est bien nourri.
Et c'est très important et c'est quand même le focus qu'on retrouve beaucoup en santé, de diminuer le taux de malnutrition parce que ça peut diminuer le taux de mortalité durant l'hospitalisation. Donc, il est important donc, d'en tenir compte de cet élément-là. Parce qu'en milieu institutionnel du réseau de la santé, que ce soit en soins aigus, entre autres, ben, sachez que le menu régulier en institution de soins aigus est à peu près l'équivalent, c'est même moins que 50. Ça peut être dans les 40 des fois d'une institution de menu régulier. Le 60 qui reste, c'est tous des régimes particuliers que le patient ou le résident a besoin et qu'il s'agisse, par exemple, d'un régime sans gluten ou contrôlé en sodium, en gras, en fibres et élevé en protéines. Ça, c'est très, très important en milieu des institutions de santé. Ou encore que ce soit des produits dont l'emballage est facile à ouvrir aussi et qui ont des textures qui sont adaptées à certaines clientèles, qu'ils soient purés, hachés, tendres ou mous. Donc, tout ça, c'est important à tenir compte. Euh, Aussi, il ne faut pas oublier que il faut penser qu'on ne veut pas des repas boudés, parce que c'est sûr que des repas boudés, ben, ils sont gaspillés, on les retrouve sur les restes des plateaux. Donc, c'est important, je le mentionne ici, impliquer quand on est dans une table de concertation bioalimentaire du Québec ou quand on est dans un organisme, si c'est possible, de s'impliquer dans des révisions des politiques alimentaires d'un CIUS ou d'un CIS de sa région ou dans des initiatives comme par exemple ici celle de nos aînés Mange local, ben c'est sûr qu'on est gagnant parce qu'on va aller chercher de près quels sont les repas boudés, les produits recherchés pour cette institution de santé. Ici, je mentionne également sur cet acétate d'offrir des légumes frais précoupés de provenance québécoise sur les légumes surgelés importés en misant sur leur fraîcheur, leur qualité, la saveur. C'est sûr qu'aussi avec le contexte des actuels, de ce qu'on écoute dans les actualités, ben, on est en faveur justement de ce point-là. Et selon une étude même de l'APMQ, l'Association des producteurs maraîchers du Québec, les producteurs maraîchers pourraient même répondre à 100% aux commandes de pommes de terre, d'oignons et de carottes. Donc, assurez-vous de bien réviser les recettes selon aussi les goûts, l'appétit et les habitudes de la clientèle institutionnelle. C'est très important. Donc là, j'étais dans la partie des institutions de santé, mais on a également nos institutions académiques et qui ont aussi des particularités, des besoins, des attentions qu'on peut leur porter. Entre autres, moi, je focus à ce qu'on implique beaucoup, j'encourage en tout cas l'implication des professeurs dans des comités de menu parce que c'est certain qu'eux voient aussi des fois, surtout dans des écoles primaires et tout, ils voient vraiment qu'est-ce que les enfants, ils aiment, ils apprécient plus, ils apprécient, ils boudent un petit peu moins. Et c'est ainsi qu'on peut les impliquer pour justement prôner aussi des aliments santé à leur clientèle. N'oubliez pas que la multiethnicité, ben, c'est une opportunité. C'est autant une curiosité alimentaire chez les jeunes, mais aussi on veut des menus explorateurs. On veut une touche du Québec aussi dans des mets étrangers. Donc, c'est dans les deux sens. Il faut aussi travailler avec les concessionnaires alimentaires. Ce sont des partenaires clés pour rentrer des produits ciblés pour cette clientèle-là. Et on voit que les machines distributrices aussi, avec des collations plus santé, c'est aussi à ne pas négliger quand on veut percer le marché institutionnel des institutions académiques. Là, je pense, entre autres, c'est pour nommer quelques exemples, les plats congelés avec tofu fumé ou des légumineuses rôties en collation, comme je disais tantôt, les pois chiches rôtis ou des edamame rôtis peuvent être des belles sources de collations qu'on peut avoir dans les machines distributrice. Donc, ne pas oublier, tantôt, j'ai avancé peut-être un peu plus tôt tout l'aspect d'aimer de la végétalisation des menus, mais sachez que de plus en plus de jeunes qui sont qui vont aux cafétérias, aussi des écoles,
J'écoutais ça dernièrement dans un panel avec des, cons- des institutions universitaires et leur clientèle aime beaucoup et va beaucoup chercher des protéines végétales ou un certain pourcentage dans leur semaine à consommer justement des produits végétariens. Donc, c'est des très belles opportunités dans des institutions académiques, ce marché-là aussi. Ici, je voulais vous glisser un mot. Au fait, c'est je ne suis pas la ressource en termes de l'étiquetage nutritionnel de Santé Canada. Vous avez les ressources, au fait, que je vais vous laisser tout à l'heure pour aller en détail regarder, mais on le sait qu'il y a l'outil sur le devant de l'emballage qui, comme l'étiquette que vous le voyez ici, l'image, qui sert aux consommateurs et aux transformateurs. Au fait, cet outil-là, pour le consommateur, c'est certain qu'il sert à manger mieux parce qu'on a le tableau de la valeur nutritive, on a la liste des ingrédients, on a la liste des allergènes et le symbole nutritionnel qui apparaît de plus en plus sur ces produits et qui va être exigé pour les aliments transformés qui atteignent ou dépassent des seuils établis en sucre, en sodium et ou en gras saturés. Donc, les transformateurs alimentaires ont jusqu'au 1er janvier 2026 pour se conformer à cette exigence au niveau de ce symbole nutritionnel. Et aussi pour ce qui est l'identifiant d'aliments supplémentés s'il y a lieu, qu'on peut rajouter sur une étiquette. Et ça encore, les transformateurs ont jusqu'au 1er janvier 2026 pour se conformer à cette exigence. Au transformateur, c'est certain que cet outil-là va permettre de mettre en valeur aussi son produit et améliorer la qualité de l'offre. Qu'est-ce que je veux dire par opportunité? C'est qu'on peut mettre en valeur, des fois aussi, même dans le tableau de valeur nutritive, un peu plus d'informations, par exemple, sur des oméga 6, des oméga 3. Ça, c'est facultatif. Mais ça permet comme ça de faire ressortir des attraits nutritifs ou des opportunités pour certains transformateurs de mettre en valeur la qualité qu'on retrouve dans leurs produits. Ou ça peut être, par exemple, en termes des fibres. On va avoir deux lignes de fibres, fibres polyinsaturées ou fibres solubles, fibres insolubles, qui sont rajoutées facultativement dans certains produits. Aussi, on peut avoir des mentions, des allégations, par exemple, qui peuvent signaler l'absence ou l'ajout de certains nutriments précis qu'on peut retrouver, par exemple, qu'il y a des antioxydants, que c'est sain, sur des étiquettes. Ça, c'en est dans des mentions et des allégations. Et si la prochaine acétate ici, vous allez voir au fait un lien, si je mets l'étiquetage des aliments au Québec, en cliquant sur ce lien-là, au fait, on pourra vous les mettre dans le clavardage. Ça vous amène à justement aller feuilleter en détail les deux ressources qui sont quand même bien utiles pour le sujet de l'étiquetage des aliments. Et vous avez également le cours en ligne sur l'étiquetage nutritionnel de Santé Canada. Donc, c'est deux liens utiles que je vous inviterai à aller regarder en détail. Un autre point que j'ai souhaité vous partager dans le webinaire d'aujourd'hui, parce que je ne veux pas, on va en entendre parler et ça pourrait intéresser les transformateurs et de regarder davantage ce qu'il y en est, ben, le SCAN, qui est le simulateur calculateur de l'amélioration nutritionnelle. J'en suis pas une experte, mais au moins je vous le mentionne pour aller vous renseigner. Il a été lancé en novembre 2024, donc c'est tout nouveau, tout frais. Et le SCAN, au fait, il permet de comparer la valeur nutritive d'un produit avec d'autres marques. Son positionnement, par exemple, selon sa teneur en gras saturés, en fibres, en sucre, en protéines ou en sodium. Ça permet également de vérifier si le symbole nutritionnel de Santé Canada doit être mis de l'avant sur l'emballage d'un produit. Ça permet de déterminer des pistes même d'amélioration qui pourraient être réalisées avec ce produit et de simuler aussi des reformulations de composition nutritionnelle pour certains produits analysés. Je vous invite fortement à aller le consulter. Je pense que ça pourrait fortement intéresser.
les transformateurs. Donc, en résumé, les transformateurs alimentaires ont un rôle important à jouer en lien avec Manger Santé. Plusieurs offrent même de nouvelles alternatives intéressantes sur le marché, malgré les enjeux avec certains nutriments recherchés ou d'avoir moins d'additifs. Donc, ça nous amène ici à la fin de la partie que j'avais à vous présenter et on a amplement de temps pour que je puisse prendre vos questions. Oui, est-ce qu'il y avait des questions? Vous pouvez lever votre main ou vous pouvez les écrire également dans le Q&R. Donc, je vois pas de questions, Mireille. Si les gens ont des questions par la suite, Mireille est au RTCBQ. Vous avez ces informations de contact dans notre équipe sur le site web. Donc, merci Mireille pour cette belle présentation et pour ton expertise. Avec grand M- plaisir. Merci tout le monde pour votre participation à ce webinaire. Je vais vous envoyer par courriel, je vous demande d'y répondre dans les plus grandes de votre capacité à un formulaire qui va être partagé dans la conversation à l'instant. L'enregistrement sera disponible dès aujourd'hui sur le site web du RTCBQ. Puis, ne manquez pas notre prochain webinaire qui est le 8 avril prochain sur l'approvisionnement local en institution, survol des divers points de vue pour mieux saisir, mon Dieu, je recommence, survol des divers points de vue pour mieux saisir les opportunités. Donc, le lien est également dans le clavardage. Merci à tout le monde. Bonne journée.